Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 16 juillet 2019 et voici les titres. Le Lyon-Turin fait beaucoup parler de lui. On évoque moins en revanche les retombées économiques liées à ce chantier d'envergure. Nous ferons le point en Maurienne sur un territoire en plein développement. Et puis nous prendrons un peu de hauteur à la fin de ce journal. Clémence Waldès et Alex Boucher ont embarqué à bord d'une montgolfière. Ils nous emmèneront à la découverte des paysages du lac d'Annecy vus du ciel. Avant de développer ses titres focus sur le Tour de France, la Grande Boucle empruntera les routes de Savoie pour 3 étapes de montagne. Le 25 juillet, les coureurs arriveront à Valloire après avoir gravi le col du Galibier. Le lendemain, ils franchiront le col de l'Iseran lors de l'étape Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes. Enfin, le 27 juillet, veille de l'arrivée à Paris, les coureurs s'élanceront d'Albertville jusqu'à Val Thorens. La préfecture de Savoie a présenté cet après-midi le dispositif mis en place pour l'occasion. Je vous propose d'écouter le préfet de la Savoie au micro de Sébastien Germain. C'est un moment que nous attendons avec mes équipes de manière impatiente parce que c'est un bel événement pour le département. Donc tout ce qui favorise le département, bien sûr, soulève notre enthousiasme. Après ça, c'est aussi un événement que nous attendons avec lequel nous suivons avec une attention particulière du fait de sa sensibilité. Donc c'est un événement à la fois festif et touristique. Donc avec une dimension économique, mais le côté festif. Et tout ça doit se passer dans la sécurité. D'où le travail de la préfecture qui coordonne en fait avec les collectivités qui ont été impliquées, un travail de préparation pour que tous les risques soient pris en compte, des risques liés aux troubles de l'ordre public, des risques liés au terrorisme, et puis tout simplement aussi les incidents liés à la circulation. Donc l'objectif est de travailler dans cette direction-là, et nous travaillons pour cela avec le SAMU, les pompiers, la gendarmerie, la police, et puis bien entendu les polices municipales et les collectivités. Voilà. Je dirais que la principale difficulté, c'est quand même penser à tout, parce que mine de rien, il y a des axes. Ça paraît idiot de dire cela, mais tout se passe sur des axes. Et donc il faut à la fois gérer les flux et la sécurité. Et nous sommes dans un système de vallées, et les vallées souvent arrivent en cul-de-sac. C'est le cas de Val Thorens, c'est le cas de Tignes. Le gouvernement italien doit rendre sa décision définitive sur le Lyon-Turin le 26 juillet prochain. Pendant ce temps-là, le chantier de la liaison ferroviaire se poursuit côté français et il profite à l'économie locale. En moins de 5 ans, plus de 40 millions d'euros vont être injectés dans la vallée de la Maurienne. Les explications d'Emmanuel Jaude. 23 millions d'euros. C'est le montant des investissements réalisés ces 3 dernières années dans le cadre de la démarche Grand Chantier associé au Lyon-Turin. Un accompagnement qui vise à soutenir et à développer la vie mauriennaise et ce sur de nombreux points. Nous souhaitons absolument que ce chantier se traduise pour la vallée comme étant un outil de redynamisation locale. C'est-à-dire que ce ne soit pas quelque chose qui passe simplement avec on fait les travaux et on repart sans que rien ne se produise derrière. Non. L'objectif, c'est d'accompagner au fur et à mesure pour que la vie locale en bénéficie, qu'il y ait même des implantations de personnes dans la vallée, finalement, et que le dynamisme économique se poursuive localement. Voilà l'objectif. Si l'amélioration du cadre de vie, la facilitation de la mobilité ou encore le développement durable ont bien sûr fait partie des points clés de l'accompagnement du territoire pendant le chantier, son intégration a également nécessité une enveloppe de plus de 4 millions d'euros. Notamment pour permettre des rénovations de nombreux logements destinés à loger les quelques 2000 travailleurs que le Lyon-Turin emploiera d'ici quelques mois. L'opération Lyon-Turin va accélérer la réhabilitation, mais on va également avoir le volet d'accueil des ouvriers qui viennent travailler sur ce Lyon-Turin et certains bâtiments qui avaient même été fermés, je pense à Modane, vont être réouverts pour accueillir des familles, des ouvriers du Lyon-Turin. C'est important, ce Lyon-Turin va donner un coup de sang extraordinaire à la Maurienne et je suis conscient que les élus locaux savent ce qu'il en est et vont en profiter. Des réhabilitations dont pourront également bénéficier le reste des Mauriennais avec de nombreux travaux sur les stades, au centre-bourg ainsi que sur les abords des gares. Installée à Régnier-Aizerie en Haute-Savoie, Virginie Jacquemou fabrique des abat-jours sur mesure. Il faut compter parfois jusqu'à une journée entière de travail pour réaliser un modèle. Un savoir-faire particulier devenu un métier passion pour cette mère de famille. C'est une rencontre signée Camille Rivollet.
La structure de l'abat-jour, donc qu'on appelle une carcasse, c'est une structure métallique. Dessus, Virginie rajoute du tissu plissé, de la toile tendue ou un revêtement PVC. 3 techniques différentes. Depuis 2 ans, elle crée des abat-jours. Avant, dans la banque, elle a décidé de changer pour une profession plus manuelle. Créativité, technicité, précision. Les matériaux utilisés, les formes sont quasi infinies. Donc il y a vraiment possibilité de faire marcher son imagination, mais aussi sa tête pour créer des nouvelles choses, utiliser des matériaux qui ne sont pas forcément très communs. Maman de 2 enfants, elle fabrique ce matin-là une création inédite depuis un patron qu'elle a réalisé plus tôt. Les étapes sont minutieuses, la patience est de rigueur dans ce métier. Il me correspond complètement au niveau justement de la précision, du perfectionnisme. Parce que c'est vrai que sur mes abat-jours, il n'y a rien qui dépasse. Intérieur, extérieur, ils sont extrêmement bien finis. Pour cette femme touche à tout, la reconversion n'a pas été un problème. Il n'y a pas de diplôme d'abat-jouriste comme il peut y avoir des diplômes de tapissier qui finalement est un métier assez similaire et avec lesquels on travaille bien. Donc il faut être formé par un artisan en place qui transmet son savoir. Une année de formation plus tard, Virginie décroche déjà de gros contrats et réalise des abat-jours pour des hôtels de luxe. Pour les réaliser, Virginie peut mettre 1 heure ou plus d'une journée. C'est le temps de travail qui fixe les prix, mais pas seulement. Ça peut aller de 60-80 euros pour un abat-jour de taille moyenne et relativement simple, jusqu'à des... Il n'y a pas de limite, ça peut aller jusqu'à des 500, 600, 700 euros selon ce qu'on met dessus, sa complexité. La finition aussi peut avoir une grosse influence. Jacques et Nicole, clients réguliers, ont déjà 3 abat-jours et viennent passer commande de 2 supplémentaires. Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous, Virginie? Très bien, merci. L'occasion pour Virginie de conseiller au mieux ses clients et présenter ses nouvelles créations. Elle fait un travail très minutieux, très professionnel et on est vraiment très satisfait des premiers abat-jours que nous avons fait faire. Elle a su nous proposer des choses qu'on ne connaissait pas. Le plus compliqué, c'est de choisir. Une fois de plus séduit, le couple passe commande. Virginie se rendra chez eux pour s'imprégner de l'environnement et créer un abat-jour comme toujours, sur mesure et fait avec passion. Pour terminer ce journal, nous vous proposons de prendre un peu de hauteur. Vous avez certainement déjà vu ces ballons traverser le ciel, mais êtes-vous déjà monté dans une nacelle de montgolfière? Clémence Waldès et Alex Boucher l'ont fait grâce à la compagnie des ballons. Ils vous proposent d'embarquer avec eux, reportage au-dessus du lac d'Annecy. Il est 6h du matin, je suis encore un petit peu fatiguée, mais on s'apprête à vivre une matinée exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est Montgolfière. Alors là, elle est encore sur sa remorque, mais on s'apprête à aller sur le site pour pouvoir commencer à la gonfler et partir avec. On se retrouve tout à l'heure. Nous sommes arrivés sur le site de Talloires. C'est là qu'on va commencer à gonfler la fameuse montgolfière à bord de laquelle on va embarquer tout à l'heure. Et je suis en compagnie de Michel Pastan, directeur de la compagnie des ballons qui nous offre ce vol aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu l'installation qu'on voit derrière nous? Qu'est-ce qui est en train de se jouer là? Donc là, on a débarqué la nacelle et l'enveloppe de la remorque. Et là, on est en train de ventiler de l'air froid, tout simplement, à l'intérieur de l'enveloppe pour pouvoir la gonfler. Une fois que, vous allez voir un peu plus tard, une fois qu'elle sera bien gonflée, on va commencer à chauffer avec les brûleurs à l'horizontale. Et l'air chaud étant plus léger que l'air froid, c'est le principe de la montgolfière, le ballon va se lever. C'est pour moi une grande première du coup ce vol en montgolfière. Je ne vous cache pas qu'il y a un petit peu d'appréhension. Ça y est, on décolle dans quoi 3, 4, 5 secondes? Bonjour Quentin. Bonjour à tous. Alors à combien de mètres d'altitude là est-ce que nous sommes déjà? Alors là on est presque à 1500 mètres, on est à 1485 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. Et on va monter jusqu'où? Là 2000, 2500 peut-être, ça va dépendre de la couche de vent.
Alors expliquez-nous un petit peu le principe, comment est-ce que l'on fait pour piloter cet engin? Alors on dit pilote, mais on n'est pas vraiment des pilotes parce qu'en fin de compte on va gérer que l'altitude. Et en fonction de l'altitude, le vent va tourner plus ou moins, ou des fois il est en ligne. Et des fois on peut faire un 90 degrés, des fois on peut revenir sur nos pas en suivant la couche qu'on a choisie pour revenir. Ça dépend des jours, c'est pour ça que chaque vol est différent. On n'a jamais atterri, moi pour ma part j'ai jamais atterri 2 fois dans le même endroit. Alors l'atterrissage, c'est un petit peu le moment périlleux, on va dire, de ce vol en montgolfière. On a quelques consignes, par exemple pas les mains en extérieur, uniquement les mains à l'intérieur de la nacelle. Il faut fléchir un petit peu les jambes et on va rebondir tout simplement plusieurs fois avant vraiment de pouvoir se stabiliser. Et voilà, ça y est, on est de retour sur la remorque. Le ballon est en train d'être dégonflé. C'était vraiment une expérience unique, des paysages magnifiques. Et puis ce qui est drôle aussi, c'est de se rendre compte qu'on est complètement dépendant du vent. Par exemple, on a essayé de se poser à un endroit à 2 km d'ici. On n'a pas pu la première fois et puis on finit finalement donc, dans ce champ. C'était vraiment super. Je remercie bien évidemment Alex qui est derrière la caméra. Merci Alex. Et puis je crois que personne ne me regarde. Je vais peut-être rester à l'intérieur. Avec un peu de chance, je fais un deuxième tour. Merci et bravo à Clémence Roaldès et Alex Boucher pour ces belles images. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé pour la réalisation de ce journal. Passez une très belle soirée et à demain.